Mais auparavant, je vais donner la parole à la deuxième intervenante, donc mademoiselle Timsit, sur les sanctions administratives et l'excès. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des organisateurs de ce premier colloque des doctorants et dire aussi que je suis ravie d'y participer. Alors, l'excès est bien souvent sanctionné par l'administration. C'est le cas d'un excès de vitesse qui peut entraîner un retrait de points d'un permis de conduire. C'est également le cas, par exemple, d'une consommation excessive de substances dopantes par un sportif qui serait susceptible de faire l'objet d'une interdiction de participer aux compétitions organisées par sa propre fédération. Donc l'excès peut faire l'objet d'une sanction administrative. Parallèlement, et dans un mouvement qui n'est pas sans ironie, la sanction de l'excès peut elle-même être considérée comme excessive. Alors excessivement légère ou excessivement sévère, par exemple. Excessive, elle est eu égard à sa nature également. Elle est excessive eu égard à sa nature exorbitante du droit commun, la sanction administrative. En effet, la répression qui est exercée par l'administration, elle a longtemps été perçue comme une anomalie, comme un suspect, comme une ingérence au sein de la répression pénale. Traditionnellement, l'exercice de la répression est confié à une juridiction et non à une autorité administrative. Déjà, Romieux, dans ses conclusions sur l'arrêt du tribunal des conflits Société immobilière de Saint-Just du 2 décembre 1902, considérait que le mode d'exécution habituel et normal des actes de puissance publique, et j'insiste sur le terme normal, donc le mode d'exécution habituel et normal des actes de puissance publique est la sanction pénale confiée à la juridiction répressive. La sanction, comme je l'ai dit, peut également être considérée par le juge administratif comme excessivement légère ou excessivement sévère. À titre d'exemple, le retrait d'une carte professionnelle d'un conducteur de taxi pour une durée de 7 mois ferme, et au motif que ce dernier s'est garé sur un emplacement qui ne lui était pas destiné, est considéré comme excessivement sévère, et le juge administratif annule par conséquent la sanction. Donc il existe une réticence originelle à l'égard du pouvoir de sanction qui est octroyé à l'administration. Toutefois, cette réticence, on le verra, a perdu progressivement de sa force à mesure que le juge administratif, en réalité, contrôlait cette répression et cherchait à rééquilibrer les garanties accordées aux personnes poursuivies, les garanties de fond et les garanties procédurales accordées aux personnes poursuivies. Voilà, qu'il rééquilibrait en réalité le but recherché par cette sanction administrative, à savoir l'efficacité et la garantie des personnes poursuivies. Alors, c'est une prérogative de puissance publique. Je vais commencer par définir ce qu'est la sanction administrative. C'est donc une prérogative de puissance publique qui se matérialise par l'exercice d'un pouvoir répressif propre, constitutif d'une décision unilatérale qui s'impose sans recours préalable au juge. Le Conseil d'État, lui, définit la sanction administrative selon 2 critères. Un critère organique et un critère fonctionnel. Le critère organique veut que la sanction administrative, elle soit prise donc par une autorité administrative, un préfet, un ministre, un maire, et ou une autorité administrative indépendante, par exemple, donc qu'elle soit prise par une autorité administrative dans le cadre de ses pouvoirs, de ses prérogatives de puissance publique. Le critère fonctionnel, quant à lui, veut que la sanction inflige une peine sanctionnant justement une infraction aux lois et aux règlements. Donc, le critère organique nous permet de différencier la sanction administrative de la sanction pénale, puisque la sanction pénale est prise par une juridiction et la sanction administrative par une autorité administrative. Le critère fonctionnel, quant à lui, permet d'isoler la sanction administrative d'autres mesures administratives, telles que les mesures de police, qui ont, elles, un caractère préventif et non répressif. L'excès, quant à lui, peut être défini comme ce qui outrepasse la norme, comme ce qui outrepasse la mesure, comme ce qui est démesuré, immodéré, exagéré. On peut également définir l'excès, et ce sera la définition que je retiendrai dans cette contribution, l'excès comme une absence d'équilibre. L'excès peut être considéré comme une absence d'équilibre. Et dans cette optique, il est possible de se demander dans quelle mesure la sanction administrative est-elle excessive. Donc il va falloir identifier 2 mouvements. D'une part, la sanction a pu être synonyme d'excès. La sanction a pu être synonyme d'excès puisqu'elle revêt un caractère exorbitant. On le verra. Et pour pallier cet excès, pour tenter de retrouver un équilibre entre ce procédé d'action excessif et la garantie des droits procéduraux et de fond des personnes poursuivies, le juge a renouvelé son office et a construit un système juridique protecteur au bénéfice des personnes sanctionnées. Alors, dans un premier temps, l'exorbitance de la sanction administrative peut être synonyme d'excès, et ce, à 2 titres.
la nature de la sanction administrative, elle est exorbitante, et cette exorbitance, elle trouve sa source à la fois dans l'illégitimité supposée de l'auteur de la sanction et dans la prolifération excessive de ce procédé d'action. En effet, la sanction administrative a longtemps été considérée donc comme étrangère à l'exercice de la répression pénale, et on a le pouvoir le principe de séparation des pouvoirs s'est longtemps opposé au pouvoir de sanction. On s'est toujours posé la question de la légitimité de l'auteur de la sanction, puisque la décision de sanction administrative, elle est considérée comme étrangère à l'exercice de la répression pénale. En effet, si on fait une lecture littérale de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui veut que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a pas de constitution, si on lit littéralement cet article, et si on a une interprétation restrictive de cet article, on imagine tout à fait et aisément que la sanction administrative s'oppose au principe de séparation des pouvoirs. Donc la sanction administrative a pu être analysée comme une négation de la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel est toutefois venu trancher cette question et trancher la question de savoir s'il était possible pour l'administration de facto de punir sans juger. Alors le Conseil constitutionnel, dans une décision de 1989, a tranché cette question. Lui-même s'était longtemps opposé à la décision de sanction administrative au nom du principe de séparation des pouvoirs, et il a fait évoluer sa position. Il a admis que l'exercice d'un tel procédé d'action puisse exister, à condition que ce soit le législateur qui attribue à une autorité administrative cette possibilité, et que la sanction administrative soit exclusive de toute privation de liberté. Alors, l'exorbitance de la sanction administrative procède de l'illégitimité supposée donc, de son auteur, mais elle procède également d'une multiplication excessive des sanctions administratives. Alors, pourquoi excessive ? Il convient de rappeler que, originellement, la sanction administrative, le recours à ce procédé d'action, il était circonscrit à l'exercice du pouvoir disciplinaire. En effet, il convient de préciser qu'à l'origine, le pouvoir de sanction administrative, il trouve sa source uniquement dans l'exercice du pouvoir hiérarchique. Donc, on pensait à la sanction administrative, notamment à la sanction disciplinaire ou aux sanctions pécuniaires. Il s'agissait donc pour l'administration d'assurer le bon ordre en son sein, et la répression administrative ne s'exerçait alors que rarement en dehors de ce pouvoir hiérarchique. Et cela supposait en réalité un lien très étroit, un lien particulier avec l'administration pour qu'elle puisse exercer ce pouvoir de sanction. Toutefois, à partir de la Seconde Guerre mondiale, et plus particulièrement à partir des années 1980, cette sanction administrative a proliféré. Il y a eu une multiplication des sanctions administratives. La sanction administrative a irradié le droit public, puisque étaient concernés la culture, la santé, l'environnement, également la circulation, la matière fiscale. La sanction administrative s'est étendue à tous ces domaines-là. Alors, pourquoi s'est-elle étendue à tous ces domaines-là ? Il faut nécessairement préciser l'intérêt que peut représenter un tel procédé d'action. La sanction administrative, étant donné qu'elle s'exerce sans recours préalable au juge, elle a l'avantage de la célérité. Elle est davantage efficace puisqu'on n'a pas des délais tels que si l'on s'adressait au juge administratif. En plus, elle est perçue comme moins traumatisante, comme mieux acceptée par les administrés. Elle permet également de désencombrer les juridictions, notamment pour les contentieux de masse. Je pense à la circulation, par exemple. Elle permet également d'appréhender mieux certaines législations qui sont techniques. Donc, c'est principalement la raison pour laquelle la sanction administrative s'est étendue à proliférer. Alors, on s'est également posé la question de savoir si cette prolifération était excessive, puisque les sanctions administratives se sont multipliées et les garanties accordées aux personnes poursuivies tardaient à venir. Alors, c'est là tout l'objet de mon deuxième développement. Étant donné que le principe de séparation des pouvoirs semblait mal s'accommoder de l'octroi à l'administration d'un pouvoir répressif qui cesserait d'être exceptionnel tout en restant exorbitant, le juge a veillé à renouveler son office et s'est attaché à inscrire ce procédé d'action dans un cadre jurisprudentiel qui offrirait de meilleures garanties aux personnes poursuivies.
Donc, nous avons pu voir que la nature de la sanction révèle une absence d'équilibre. La nature de la sanction administrative révèle une absence d'équilibre entre l'efficacité recherchée par ce procédé d'action et la protection de la personne poursuivie. C'est pourquoi le juge administratif a cherché à tenir à distance les excès de l'administration. Donc, pour tenir à distance les excès de l'administration, le juge administratif a d'une part systématisé un régime juridique protecteur au bénéfice des personnes poursuivies. Il a d'autre part fait évoluer son office et notamment en approfondissant son contrôle, on le verra, des sanctions administratives, pour avoir un œil plus précis sur les sanctions administratives. Il a donc d'une part systématisé un régime juridique protecteur. Alors il n'est pas le seul, il l'a fait aux côtés du juge constitutionnel et européen bien entendu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a progressivement en réalité aligné le régime de la sanction pénale sur le régime de la sanction administrative. C'est-à-dire qu'il a progressivement fait bénéficier à la sanction administrative, il a fait bénéficier des mêmes garanties que la sanction pénale à la sanction administrative. Le Conseil constitutionnel avait déjà exigé le respect en 1989 de principes fondamentaux dans l'exercice du pouvoir de répression administrative. Il avait notamment exigé qu'une sanction administrative, lorsqu'elle était prononcée, observe le principe de l'égalité des délits et des peines, observe également le principe de nécessité des peines, qu'elle fasse également l'objet du principe du contradictoire. Et le juge administratif a veillé à ce que tous ces principes soient observés. Il a donc progressivement appliqué ce principe de l'égalité des délits et des peines. Le principe également de la rétroactivité de la loi pénale plus douce a également été appliqué par le juge administratif. Alors, là, il s'agit de garanties de fond, mais il a également été pionnier, le juge administratif, dans l'octroi à la sanction administrative de garanties procédurales. Et c'est notamment le cas avec le principe du respect des droits de la défense et la jurisprudence Dame Veuve Trompier-Gravier que vous connaissez tous, du 5 mai 1944. En effet, le juge administratif a consacré dans cette jurisprudence un principe général du droit qui veut que que le principe du respect des droits de la défense s'impose à toutes les sanctions administratives. En effet, cela implique donc le respect du principe du contradictoire, cela implique que les personnes poursuivies puissent être assistées par un avocat, qu'elles puissent par ailleurs présenter des observations écrites ou orales. Et progressivement, le juge administratif a donc fait bénéficier à la sanction administrative du régime de la sanction pénale. On peut également citer à titre d'exemple le principe de publicité de la procédure, l'exigence de motivation également, l'exigence d'impartialité. Il y a une question toutefois que je me pose. Est-ce que cette pénalisation du régime de la sanction administrative n'est-elle pas excessive ? Est-ce que aligner complètement le régime de la sanction administrative sur le régime de la sanction pénale n'est pas de nature à faire perdre en réalité tout l'intérêt de cette sanction administrative, à savoir la célérité, l'efficacité. Est-ce que c'est pas de nature, est-ce que le juge administratif ne va pas trop loin dans cette pénalisation de la sanction administrative au point d'aboutir à la négation de l'intérêt et de la spécificité de la sanction administrative ? Pour protéger les personnes sanctionnées, le juge administratif a bâti donc un régime protecteur autour de la sanction et il a également renouvelé son office afin de tenir à distance les excès de l'administration. Le renouvellement de l'office du juge en matière de sanctions administratives est à observer au sein du contentieux de la légalité, au sein du recours pour excès de pouvoir et au sein du recours de plein contentieux. Alors, le recours de plein contentieux, je tiens à préciser tout d'abord que le contentieux des sanctions administratives se partage entre le recours pour excès de pouvoir et le recours de plein contentieux. Par exemple, les sanctions disciplinaires font l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, tandis que les sanctions infligées à un administré font l'objet d'un recours de plein contentieux, depuis la jurisprudence Atom de 2009. Alors voilà, le contentieux des sanctions administratives se partage entre ces deux voies de recours qui présentent des intérêts divers. Le recours de plein contentieux, il est donc ouvert en application de textes spéciaux, en application
de loi pour la contestation des sanctions qui sont prononcées par notamment certaines autorités administratives indépendantes, telles que l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel, le CSA, par exemple. Le recours de plein contentieux, il présente l'avantage, vous le savez, de substituer à la sanction un dispositif réformé, tandis que le recours pour excès de pouvoir, lui, ne permet que d'annuler la sanction ou de rejeter le recours. Alors, le recours de plein contentieux, il s'est à la fois élargi à diverses sanctions administratives et il s'est à la fois approfondi. De la même manière que le recours pour excès de pouvoir s'est élargi et s'est approfondi. S'agissant du recours de plein contentieux, un certain nombre de sanctions qui relevaient auparavant du recours pour excès de pouvoir font désormais l'objet du recours de plein contentieux. Et j'ai cité la jurisprudence Atom, c'est le cas donc pour les sanctions infligées à un administré. Désormais, les sanctions infligées à un administré font l'objet d'un recours de plein contentieux et le juge peut réformer le dispositif de la sanction. De la même manière que les sanctions de retrait de points du permis de conduire ou les décisions de retrait de carte de séjour des résidents qui font l'objet d'un recours de plein contentieux. Ce recours de plein contentieux, il s'est également approfondi. Il s'est élargi, mais il s'est également approfondi. Le juge adopte une démarche, si vous voulez, une démarche casuistique, puisqu'il vérifie in concreto l'application de la sanction, l'adéquation de la sanction à la gravité de la faute. Il prend donc en compte divers intérêts. Il peut prendre en compte, par exemple, les difficultés financières qu'une sanction est susceptible d'occasionner pour une société. Mais là encore, si les pouvoirs du juge de plein contentieux semblent épouser au plus près la réalité contentieuse, il y a un exemple qui me permet de dire que, dans une certaine mesure, le pouvoir du juge de plein contentieux est peut-être considéré par ailleurs comme excessif. Il y a une jurisprudence qui a été rendue le 6 avril 2016 en matière donc de plein contentieux, où le juge aggrave une sanction qui a été infligée, aggrave cette sanction et la fait passer, c'était une sanction pécuniaire, la fait passer de 400 000 euros à 600 000 euros. Là encore, il ne s'agit pas de faire application d'un principe constitutionnel tel que la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ça, c'est le juge, c'est un fondement jurisprudentiel, c'est le juge qui s'autorise à aggraver la sanction. Donc, dans cette mesure, est-ce qu'il n'est pas possible de se demander si ce pouvoir du juge n'est pas excessif ? J'en terminerai avec le recours pour excès de pouvoir. Le contrôle du juge est croissant en la matière, puisque le juge a étendu le nombre d'actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et je pense notamment aux mesures d'ordre intérieur, puisque les sanctions administratives qui sont qualifiées de mesures d'ordre intérieur, énormément de mesures d'ordre intérieur sont passées dans le champ des sanctions administratives, justement. Donc le juge, à cet égard, a étendu le nombre d'actes susceptibles de faire l'objet du recours pour excès de pouvoir, et il a également approfondi son contrôle, puisqu'il a généralisé son contrôle normal. Il exerce désormais un contrôle entier de la proportionnalité, un entier contrôle de proportionnalité. Donc, d'un procédé d'action excessif, déséquilibré, exorbitant du droit commun, qui a suscité la défiance, que reste-t-il de ce procédé d'action exorbitant ? L'œuvre jurisprudentielle semble avoir eu raison des excès de l'administration en les contenant, ces excès, et en renouvelant l'office du juge, à tel point qu'il est possible de se demander, dans une certaine mesure, si l'œuvre jurisprudentielle n'est pas elle-même excessive à certains égards. Je vous remercie. Merci infiniment pour votre communication qui a eu l'intérêt, je crois, de l'originalité de changer un petit peu de perspective. C'est vrai qu'on pense à l'excès en droit public en se disant que c'est l'administration qui commet les excès, mais c'est vrai qu'on pouvait se demander également si le juge et le contrôle du juge lui-même n'étaient pas excessifs. Donc merci d'avoir présenté ces deux aspects.